Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin au micro. Depuis que je suis en externat, je me suis posé beaucoup de questions sur mon choix de spé et je pense que c'est le cas d'un petit peu tout le monde parce que c'est pour ça qu'on travaille dur pour avoir notre choix et notre premier choix. Et personnellement, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard et pourtant je suis super angoissée par ce résultat, par ce classement, par cette place à l'ECN. Donc je me dis qu'il y a un monde où je fais un classement qui me satisfait et je peux choisir l'aspect qui me donne envie et que je projette de faire plus tard. Et il y a un monde où potentiellement c'est pas possible. Je sais pas si j'aurai des plans B, je sais vraiment. Enfin voilà, je sais pas ce que je veux faire, mais je me dis il y a un monde où potentiellement le truc que je veux le plus faire me sera pas accessible. Et c'est très perturbant parce que on travaille beaucoup pour ça. Et me dire qu'après tant d'efforts, potentiellement ça peut ne pas être récompensé, c'est compliqué moralement. Et j'ai rencontré Raphaëla, l'invitée d'aujourd'hui, en stage de rhumatologie en début d'année, à mon premier semestre. Et en discutant avec elle rapidement, j'ai appris que son choix de spé actuel, qui est la médecine physique et de réadaptation, donc la MPR, était pas du tout son premier choix et qu'à la base elle voulait faire de la chirurgie orthopédique. Et comme on était en stage, on n'a pas vraiment eu le temps de détailler tout ça, mais j'étais super curieuse de savoir comment elle avait vécu le fait de ne pas avoir ce qu'elle voulait, en fait, de ne pas pouvoir suivre la carrière qu'elle avait projetée pendant son externat. Et donc, je me suis dit que c'était une bonne idée de discuter avec elle de tout ça un peu plus en détail ici. Donc, je vous laisse découvrir son histoire. Bonne écoute. Du coup, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, donc je m'appelle Raphaëla, j'ai 28 ans. Je suis interne de MPR, donc médecine physique et réadaptation, à Lille. Après, je sais pas trop quoi d'autre dire. Comment tu décrirais ta personnalité ? Je suis à la fois très organisée et un peu flemmarde. Et je suis assez curieuse. J'aime bien vraiment pousser toutes mes recherches à fond. Et je suis assez maniaque, notamment lorsque je fais mes comptes rendus, etc. J'aime bien que tout soit dans l'ordre. J'aime bien que la mise en page soit parfaite. Donc voilà. Okay. Et à quel moment tu décides de faire médecine dans ta vie ? J'ai décidé assez tôt. Je devais être au collège même déjà. Et depuis, ça restait dans un coin de ma tête. Ça m'a jamais abandonné. J'avais envisagé d'autres trucs, mais en fait, ce qui me plaisait le plus, c'était les matières scientifiques. Et voilà. Et puis après, j'avais ma sœur aussi qui voulait faire ça. Et donc, ça m'a aussi un petit peu motivée à poursuivre Elle était plus ça. grande ? Non, c'est ma sœur jumelle. Ok. On a... Vous avez tout fait en même temps ? Ouais, on a fait ça en même temps. Ok, d'accord. Et donc, t'as vraiment fait le bac S et après, t'es partie en médecine. Comment ça s'est passé au début pour toi, l'entrée en médecine ? Ouais, moi j'ai suivi le parcours classique, du coup, bac S. Et du coup, ma spé, c'était les mathématiques. Moi, j'ai d'ailleurs une copine qui est passée par un bac ES, hein, et elle a pu ensuite revenir en médecine. Donc, comme quoi, c'est pas non plus 100% strict. Puis, j'ai demandé une fac à Paris. Ma sœur, pareil, on a toutes les deux été admises et on s'était préparé en terminale à ce que ce soit une grosse épreuve, la P1. Et tu vivais déjà à Paris avant ou t'es arrivée à Paris pour la P1 ? Je suis arrivée à Paris pour la P1. Ok, d'accord. Ça va, c'était pas trop impressionnant ? Non, parce que je connaissais déjà Paris, j'avais grandi un petit peu à Paris, donc ça allait. Mais c'est sûr que c'est pas facile de commencer dans une ville où t'as pas tous tes potes du lycée. Après, bon, c'était pas plus mal parce que on était vraiment focus sur la P1. Et comment ça se passe, du coup, l'externat ? Quand t'as déjà des idées de spécialité, quand t'arrives en... Alors, je sais plus quel numéro c'est, en D2 ? C'est ça ? Ouais, là, je suis en D2. T'as déjà des idées un peu de ce que tu veux faire quand tu rentres en médecine, quand t'arrives en D2 ? Ou c'est la médecine en général et tu te laisses surprendre par... Quand j'arrive en D2, je me dis médecine en général, je veux découvrir un peu toutes les spé. Sauf que j'avais déjà un peu mes yeux sur la chirurgie.
Ça m'a intéressée en fait dès la P1 parce que j'ai adoré l'anatomie et puis j'ai fait mon premier stage après la P1, le stage infirmier je l'ai fait en chirurgie, donc je suis passée un petit peu au bloc, outre les gestes infirmiers qu'on est obligé de faire. Et ça m'avait vraiment plu et puis tout le reste de l'externat, dès que j'avais le choix de prendre des stages, j'essayais d'aller en T'étais chirurgie dès attirée. que je Ouais. pouvais. Et alors, un peu toutes les chirurgies me plaisaient, hein, mais c'est vrai que du coup, j'ai fait pas mal de dead-op ensuite pour gagner un petit peu de sous, mais aussi parce que ça m'intéresse. Enfin, surtout parce que ça m'intéressait. Donc, notamment en orthopédie, en ophtalmo et en chir maxillofacial. Ok. Et comment ça se passe l'externat, du coup, en termes de révision, en termes de... Toi, comment tu te sens à cette place-là d'externe? Alors, c'est vrai que quand on commence les études de médecine, on se dit, bah, première étape, c'est la P1, et après, c'est la libération. Et on se rend pas trop compte au début qu'en fait, il y a l'échéance ECN qui arrive assez rapidement. Donc c'est vrai que c'est plutôt au début de l'externat où on se dit, ok, il y a cet examen bientôt, mais on a encore un peu le temps. Et donc le moment où j'ai vraiment eu un coup de stress, un coup de conscience de l'ECN, c'était en D3. Où là vraiment je me suis mise à charbonner mes cours. Donc en 5e année. Ouais, donc en 5e année. Et pareil, la 6e, ben, j'ai tenu ce rythme-là, voire encore plus. Et donc, t'as décidé que tu voulais faire chirurgie, à peu près à quel moment? Donc ouais, moi du coup, dans ma tête, je m'épanouissais dans toutes les spé m'intéressaient, mais quand même en arrière-pensée, moi je voulais faire de la chirurgie. Et c'était mon objectif. Je me disais, voilà, de toute façon, il faut que tu fasses le meilleur classement pour te laisser le plus de choix possible. Et l'espèce chirurgicale part en premier. Donc, je m'étais dit que j'avais pas le choix de vraiment viser le mieux que je pouvais. En arrière-pensée, je me disais, je voulais de la chirurgie, mais en réalité, toutes les spé chirurgicales m'intéressaient pas mal. J'aurais pu, je pense, prendre n'importe laquelle. Et qu'est-ce qui te plaisait dans la chirurgie? Pourquoi t'avais envie de ça? Ben, moi, ce qui me plaisait particulièrement, c'était l'anatomie, déjà. Vraiment, j'adorais ça depuis la P1. Au point où, à un moment, je m'étais dit, ah ouais, je veux même l'enseigner. Bon, aujourd'hui, j'ai pas trop envie de poursuivre une carrière de PU, donc ça, on verra plus tard. Mais c'était franchement l'anatomie. Et puis, moi, je suis quelqu'un d'assez manuel, agile avec mes mains. Et donc, ça me plaisait vraiment de faire des gestes. Et je voyais que j'étais vraiment à l'aise au bloc opératoire. Même si j'étais que externe, on me laissait la main sur plein de trucs. Donc, pas des trucs énormes, mais quand t'es externe, c'est déjà incroyable. Je me souviens où je posais des vis sur les rachis, alors bien sûr avec l'aide des orthos derrière qui me guidaient bien, etc. Mais je faisais plein de trucs et ça me passionnait, je trouvais ça trop bien. Ouais. Et par rapport aux examens à la fac, vous étiez classé aussi à Paris, j'imagine, quand tu avais des examens de semestre, etc. Tu avais des classements qui te rassuraient par rapport au fait que tu voulais un très très bon classement, ou tu t'en souciais pas trop de ces résultats-là? En fait, on n'a jamais été classé sur nos partiels. Ok. On était classé uniquement quand on faisait des ECN blancs. Donc forcément, quand on faisait les ECN blancs de la fac, c'est dur de vraiment se faire une idée par rapport au reste de la France. Et après, on a eu les ECN blancs nationaux, je sais plus combien on en avait, peut-être un ou deux dans l'année. Et ça s'était bien passé? Oh, je sais plus te dire si ça s'était bien passé. Je sais que c'était pas du tout catastrophique, hein, loin de là. Mais je sais que j'avais encore du taf, quoi. Ok. C'était pas non plus gagné haut la main. Il fallait encore taffer, mais c'était pas non plus catastrophique. En fait, ce qui est assez ingrat avec la médecine, enfin avec nos concours, c'est que on est tous à
équivalents dans ce qu'on fait. On étudie tous sur les mêmes bouquins, on est tous assez cortiqués, intelligents. Donc, en fait, les faiblesses de l'un, c'est les faiblesses de tout le monde. Et quand il y a des questions difficiles sur un examen, sur un partiel, ben, c'est là où tout le monde va se planter. Et donc, on a vraiment cette courbe de Gauss où il y a tous les étudiants qui sont au même niveau. Et c'est dur, en fait, de pouvoir vraiment situer, est-ce que je suis dans les 30% en premier ou dans les 50%. En fait, je pense qu'il y a tellement peu de différence. Ouais, il y a l'expression du ventre mou. Ouais. Je sais pas si tu connais. Non, ça je connais pas. On dit que les premiers sont loin devant et donc c'est bon. Les derniers, en général, ils dépassent un petit peu en bas. Ouais. Et il y a ce gros milieu qui est vraiment énorme, qui se joue à des QCM, quoi, finalement. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis, tout le monde est à peu près au même niveau, Et ça se joue sur pas grand-chose, quoi. C'est ça. Et donc, le concours, enfin le CN, toi, tu l'as passé c'est en juin? Moi, je l'ai passé en juin 2021, si je dis pas de bêtises. Okay. Ouais, c'est ça. Comment ça s'est passé? Enfin, de manière générale, comment tu te sens le jour de l'ECN et... Alors, je dirais que la semaine la semaine avant l'ECN, on a l'impression de plus rien savoir, d'avoir tout oublié. Parce que, en fait... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, hein, j'ai fait que bosser, tous les cours, toutes les matières. Tu fais 3 fois le tour de chaque matière. Et en fait, finalement, tu arrives là et tu te dis, est-ce que j'ai tout vu? Est-ce que j'ai retenu? Et donc, tu as vraiment l'impression d'avoir tout oublié. Et puis, par contre, après, quand on te pose des questions plus précises, tu te dis, oui, non, c'est bon, ça va, j'ai pas oublié, mais donc c'est vraiment l'impression où est-ce que mon cerveau va être fonctionnel comme il faut le jour J. Ouais. Et ça va, quand tu sors de là, c'est pareil, on peut pas se dire qu'on a réussi ou qu'on a raté finalement, parce que ça dépend des autres. Ouais, ça dépend clairement des autres. Et puis, en fait, on a tellement été aussi formatés à comment le concours va se présenter que non seulement on se penche sur apprendre nos cours par cœur, voilà, mais aussi à apprendre comment répondre à des QCM, comment bien aborder un TP. Un DP. Un DP. Ouais. Donc là, tu finis tes ECN. C'est combien de temps après les résultats? T'as combien de temps de vacances? Donc on a terminé les ECN, ça devait être en juin 2021. Et je pense que les résultats, ça prenait un peu de temps. Je crois que ça a pris 2-3 semaines, un truc comme ça. Peut-être que je dis une bêtise, mais il me semble que c'est ça. Relativement rapide. Enfin... Ouais, c'est assez rapide. Ouais. Parce que c'est vrai que vous, maintenant, vous avez des oraux, c'est un peu plus... Et puis, c'est divisé à une première partie, puis une deuxième partie. Nous, c'était tout concentré en 3 jours. Donc, c'est vrai que ça prenait pas autant de temps, je pense, que maintenant. Ok. Et donc là, toi, tu t'es un peu statué à ce moment-là sur la chaire ortho, finalement. Enfin... Ouais, je m'étais dit, de toute façon, j'ai donné tout ce que je pouvais. Si j'arrive à avoir une spé chirurgicale, particulièrement la chaire ortho, c'est le feu. Mais je m'étais déjà dit, si ça fonctionne pas, faut que je considère d'autres spé. Donc un peu automatiquement, je m'étais dit, je ferais de la medG, mais sans être franchement convaincue. Je sais pas si je stressais trop à cette époque. J'étais juste, c'est la fatalité, j'attends que les résultats tombent et c'est tout. T'avais la medG un peu en tête, mais t'avais pas vraiment pensé à des plans B non. Formels. Non, je m'étais dit, j'attends les résultats pour vraiment penser à ce que je vais faire. Et alors, les résultats, ça se passe comment? Les résultats, c'était la grosse angoisse. Donc, tu dois aller à la fac, c'est sur Internet? Non, c'est sur Internet. Ok. C'était sur Internet. Donc, tu découvres ça chez toi tout seul. Avec ta sœur? Ouais, avec ma sœur. Bon, j'ai pas eu le classement que j'attendais. Surtout que je savais que je voulais aller à Lille. Donc, ça restreint un petit peu... ça restreint un peu les choix. Quoique Lille, c'est une des plus grosses promotions, donc c'est pas non plus trop restreint.
Et donc j'ai vite vu que j'avais pas du tout le classement que je voulais et que ça allait pas me permettre de prendre l'aspect que je voulais, donc la chirurgie ortho. Euh, et à partir de là, je me suis dit, ok. Non, d'abord, en fait, j'ai pas essayé de trouver une autre solution, une autre spé directement. Ça m'a fait un sacré coup et je pensais qu'à ça, quoi, que j'ai pas Ouais. réussi. C'est quoi le sentiment, l'émotion qui se passe quand tu vois que... ou que tu réalises que du coup ça, ce sera pas possible? Ben, je pense qu'au fond de moi, je le savais que j'allais pas avoir le score suffisant. J'avais un sentiment de colère. En même temps, je savais que j'avais vraiment donné tout ce que je pouvais donner. J'étais sortie épuisée, vraiment, mais épuisée, vidée de la D4. Et j'avais envisagé faire redoubler, recommencer la D4. Et puis, enfin, j'avais demandé à plein d'amis qui avaient fait la démarche et qui avaient redoublé leur D4 pour repasser les concours. Et pour plein de potes, ça s'était mal passé au final. Ils avaient eu un moins bon classement ou équivalent. Euh, Très rares sont ceux qui finalement arrivent à faire mieux. Et moi, comme vraiment, j'en suis sortie vraiment trop fatiguée. Je savais que j'allais pas être capable de recommencer. Je voulais pas, je voulais tourner la page et avancer, mais même si j'étais trop triste, détruite d'avoir raté la chirurgie ortho. Donc du coup, t'as ce résultat-là le jour des résultats. Ouais. Enfin, comment ça se passe les jours d'après? Est-ce que, voilà, comme tu dis, tu y penses tout le temps? Ouais, Tu... ouais, du coup, les jours d'après, j'y pensais tout le temps. Je pensais pas à mon plan B, je pensais au fait que j'avais raté la chirurgie ortho. Et j'étais que en train de me dire, ouais, pendant je pense, 3 bonnes semaines, j'ai vraiment envisagé de redoubler ma D4. Et c'est là que j'ai parlé vraiment à plein de gens pour me renseigner sur cette option. Et toi, tu connaissais des gens en chirurgie, t'avais un peu déjà, avant d'avoir ce résultat-là, anticipé tout ce que ça pouvait prendre en compte, l'internat de chirurgie et tout ça, ça te faisait pas vraiment peur à la base? T'avais pas vu de points négatifs, je veux dire, dans ton choix, si à la base t'avais eu le droit de Si, le... si, j'étais bien consciente que ben, la chire, c'était un mode de vie assez difficile. J'avais bien conscience de ça. Mais je me disais, vu que c'est une matière qui me plaît, j'arriverai à le surmonter. Ok. Je me posais pas plus de questions que ça. Je me disais, tant que la matière te plaît, tu peux tout braver comme épreuve, quoi. Et donc au moment où t'as ces 3 semaines-là, t'essayes pas de te raccrocher au mauvais côté pour te dire, bon, c'était peut-être un choix qui se fait pour moi, et donc ces mauvais côtés-là, je vais les éviter. Ça devient pas comme ça. Non, non, pas du tout. Au final, du coup, je sais que je suis pas capable de redoubler. Donc, du coup, je choisis une autre spé. Euh, Comment tu choisis notre spé? Ben, alors, du coup, je suis tombée sur la MPR parce que, en fait, je me raccrochais au fait que j'adorais l'anatomie, l'appareil locomoteur. Et donc, je voulais rester garder cette matière-là. Je voulais faire un petit peu de geste et en fait la MPR cochait un peu toutes les cases. Sauf que moi j'y étais jamais allée en tant qu'externe, j'avais jamais fait un stage de MPR. Donc du coup, bah, après avoir renoncé à redoubler ma D4, c'est là que je me suis vraiment renseignée sur la MPR. Et je suis allée voir une ou deux journées comment c'était en stage. Mais en fait, une ou deux journées, tu te fais pas une franche idée de vraiment ce que c'est, cette spé. Donc finalement, je l'ai choisi sans franchement être convaincue que c'était le bon choix. Et en ayant toujours un goût amer de ne pas avoir réussi la chirurgie ortho. Comment Donc ça se passe l'été du coup parce que donc nous on était sur le... T'as passé 3 semaines à vraiment Mm. parler de redoublement et à dire que c'était compliqué d'envisager autre chose. Et c'est très vite que du coup la MPR vient naturellement parce que c'est comme un... Enfin comme... Ouais, ça, du coup, je me dis, je commence la MPR, mais honnêtement, je suis arrivée pas ravie, quoi. Mhm. Pas contente. Alors après, comme je te disais, je suis nature assez curieuse, donc je me suis dit, ben, faut quand même, je laisse une chance à cette spé, je vais voir comment ça se passe, etc.
Et puis, je savais quand même que ça allait être des thématiques qui m'intéressent quand même. Donc, j'étais pas ravie, mais j'y suis allée quand même. Surtout que je retrouvais mon chéri à Lille. Donc, du coup, je me disais, voilà, maintenant c'est bon, je suis passée à autre chose. Donc, c'était pas non plus terrible. Ok. Terrible. Est-ce que tu m'avais parlé du deuil? Du deuil de la chirurgie? Ouais, à l'époque, quand j'ai vraiment commencé le premier semestre de l'internat, j'avais pas fait mon deuil. Ok. Ouais, je m'étais dit, je vais essayer de trouver une solution. Je sais pas encore quoi, mais je vais essayer de trouver une solution. Parce que je savais que il y avait des cas exceptionnels de droit au remords. Ouais, d'ailleurs, en fait, à mon premier semestre, je m'étais franchement renseignée là-dessus, sur les différents types de droit au remords, parce qu'on connaît le droit au remords classique. Qui consiste en quoi? Le droit au remords classique, c'est quand tu choisis une spé qui ne te convient pas, et donc tu décides en restant dans ta subdivision, de changer de spé pour une spé que tu aurais pu avoir à ce moment-là, que ton classement te permettait d'avoir. Et en fait, il y a d'autres types de droits au remords qui sont un petit peu moins bien connus. C'est le droit à la réorientation, si je dis pas de bêtises. Enfin, et il y a un droit au remords élargi. C'est les deux autres types de droits au remords. Et il y en a un des deux qui aurait pu potentiellement me convenir. C'est si un interne de chir, notamment du coup chir ortho dans mon cas, décidait de partir de cette spé, pour une raison quelconque, il y aurait eu une place de chir ortho disponible, et du coup on pouvait postuler pour cette place de libre, même si on n'avait pas le classement initialement, et c'est le premier, le mieux classé qui y accède. Et ça fait beaucoup de... Ouais, ça fait beaucoup de si. Et donc du coup, moi je me souviens que je regardais, je sais pas, une fois par semaine... ou 2-3 fois par mois, je regardais sur le site de l'ARS pour voir s'il y avait eu des droits au remords en chir ortho ou en chir de manière générale. Et du coup, comment ça se... Donc toi, t'es dans un processus où tu commences ton internat, et c'est un peu instable en fait d'une certaine façon, parce que tu t'arrives en te disant c'est peut-être pas là que je vais finir ma carrière et rester. Ouais, en fait, parallèlement à ça, j'essayais de profiter au maximum de cette spé et d'en tirer le maximum pour vraiment l'appréhender au mieux, voir si c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Mais derrière, j'arrivais pas à me détacher de retourner dans la voie chirurgicale. Ouais, ton premier jour, il se passe comment? Mon premier jour, en fait, ouais, mon premier jour, enfin mon premier semestre globalement, c'est assez difficile de commencer l'internat. En fait, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire quand on était externe, d'avoir des responsabilités. On se dit, ouais, je vais prescrire mon premier médicament, et en fait, c'est de la merde, c'est du tramadol, du paracétamol que tu prescris, tu vois. T'es tout excité, t'es tout stressé, oh, est-ce que j'ai mis la bonne dose et tout. Donc, mon premier semestre, ça a été vraiment juste apprendre à être interne. Et je pense que c'est pareil pour tous les internes de toutes les spé. C'est vraiment le tout début, c'est apprendre à être interne, quelle que soit la spécialité. Et moi, mon stage, franchement, il était hyper rigoureux. J'avais des horaires de malade. C'était franchement dur. Et à côté de ça, je savais pas si ça allait me plaire. Donc ça a été assez dur mon premier semestre. Je l'ai pas très bien vécu. Souvent, je suis rentrée chez moi en pleurant, en me disant que ça n'allait pas, qu'il y avait trop de travail. Et en fait, c'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé que je voulais vivre ma vie personnelle aussi, qu'il n'y avait pas que la vie, le taf. Et je m'étais dit, c'est bon, maintenant j'ai envie de pas faire que ça. Et c'est aussi là que je me suis dit, c'est peut-être la chire, du coup, faut que je fasse une croix dessus, parce que ça me convient pas. Moi, j'adore dormir. Je me suis dit, quand j'ai vraiment découvert les gardes aux urgences, je sais pas comment j'ai fait pendant mon externat, j'ai réussi à esquiver toutes les gardes aux urgences. Je faisais des gardes au SAMU, mais j'en ai pas fait beaucoup aux urgences.
Et quand j'ai commencé les gardes aux urgences, étant interne, voilà, mais je déteste ça, quoi. Ne pas dormir, pour moi, c'est une torture. Donc, donc ouais, j'ai vite réalisé que le mode de vie que je voulais avoir, c'était un mode de vie, enfin, profiter pleinement de ma vie privée, quoi. Faire des activités, du sport, pouvoir sortir pas trop tard de stage, faire les magasins, voyager. Donc je me suis vite dit que finalement, la chirurgie, la chirurgie tout court, c'était pas forcément en fait ce qui me correspondait, même si ça me plaisait énormément. Ouais. Donc ça arrive à quel moment de ton internat? Ça arrive à la fin de mon premier semestre, je pense. Ok. Donc ça m'a pris du temps, franchement, avant de franchement me dire que ouais, fallait pas que je fasse de la chirurgie. Et à ce moment-là, je m'étais pas encore dit que c'est bon, j'avais ma place en MPR. D'accord. Donc c'est tout doucement t'as accepté le fait que chirurgie peut-être pas, mais il y avait encore du boulot dans l'acceptation du reste. Ouais. Alors en fait, la MPR, c'est hyper varié. Et donc, même si j'avais pas totalement accepté la MPR, en fait, je m'étais dit, bah, il y a plein de trucs à tester encore à MPR. Bah, il y a la MPR neuro, et j'avais commencé par ça. Sauf que moi, ce qui me plaisait le plus, c'était le locomoteur. Donc je savais que je vais découvrir tout ce qui existait en locomoteur, qu'il y avait la MPR pédiatrique. Et en fait, j'ai découvert plein de types de rééducation, cardiovasculaire, les brûlés, etc. Donc je savais que c'était hyper vaste. Donc je me disais que voilà, je laissais le bénéfice du doute à cette spé parce que en fait, je connaissais encore rien et que c'était hyper vaste. Et c'est vrai qu'en choisissant MPR, je savais pas à quel point ça pouvait être aussi varié. Donc comment t'expliquerais cette spé à des gens qui connaissent pas? Du coup, la MPR, donc médecine physique et réadaptation, c'est... Quand je l'explique aux gens qui sont pas en médecine, je dis, pour résumer rapidement, que c'est le MedG du handicap. Je pense que ça résume assez bien. Et je dis que, grosso modo, il y a deux grosses entités en MPR. Il y a la MPR neurologique, qui est franchement une grosse partie de la rééducation. Ça doit être 70% de notre activité. Et la MPR locomotrice, qui est aussi une grosse entité. Ensuite, il y a la MPR rééducative, donc rééducation cardiovasculaire. Ça, il y en a. C'est pas hyper développé à Lille, mais c'est en train de se développer. Il y a la MPR pédiatrique, ça c'est passionnant. Je savais pas je savais pas que ça existait, mais en fait c'est assez évident qu'il y a des enfants en situation de handicap. Et là pareil, c'est soit de la loco, soit de la neuro pédiatrique. Oui, les brûlés également, donc ça c'est particulièrement des enfants, mais c'est hyper intéressant parce que on se rend pas compte que les brûlés en fait ils ont besoin de soins toute leur vie et pas que au moment où ils se brûlent. Donc ça peut être les grosses brûlures, tout comme les petites brûlures qui vont donner ensuite des cicatrices et des grosses rétractions qu'il faudra traiter tout au long de la vie pour pouvoir, par exemple, ouvrir sa main entièrement, etc. Sinon, on a un déficit fonctionnel, quoi. Donc ouais, la MPR, ça va travailler sur... c'est vraiment une spé qui s'intéresse au patient dans sa globalité, dans son fonctionnement, son mode de vie. Donc c'est quand même moteur principalement. Ouais, en tout cas, pas que. Pas que. Moi, je m'intéresse plus au moteur, mais il y a tous les troubles cognitifs suite à des cérébrolésions qui est assez surprenant qu'on peut également rééduquer. Et donc moi qui suis plus MPR locaux, j'ai découvert qu'en fait en MPR neurologique, il y a aussi des trucs hyper intéressants comme tout ce qui est les troubles neuromoteurs. Et donc là, on a recours à la toxine. C'est un peu le gagne-pain du MPR, c'est de savoir toxiner et c'est des gestes, c'est assez satisfaisant. Ça veut dire quoi ? En gros, dans les muscles spastiques des personnes qui ont un syndrome pyramidal, donc ils ont des muscles qui sont enraidis, spastiques, on met de la toxine botulinique dans ces muscles pour pouvoir les soulager
et aider soit au mouvement, soit donc pour les patients qui ont un peu d'autonomie, voilà, ils peuvent essayer de retrouver un peu de fluidité dans leur mouvement, et ceux qui ont moins d'autonomie, qui sont franchement dépendants, ça peut être une aide pour eux pour écarter les jambes pour que les aidants fassent leur toilette, puissent les habiller, etc. Donc c'est vraiment un geste hyper satisfaisant, la toxine. Ok. Et puis ça se fait aussi sous repérage échographique. Et du coup, on apprend à manier l'écho, à reconnaître les structures anatomiques. Et bah, moi, c'est quelque chose du coup que j'aime bien. Et, Ça te rejoint un peu ce que... ouais. Ouais. Donc même si je pensais que c'était que la loco qui allait m'intéresser, finalement, pas du tout. Tout ce qui est neuro-orthopédie, c'est trop stylé aussi. Ouais. Et donc là, tu es en fin de premier semestre. Tu commences à te dire peut-être la chirurgie, c'était pas forcément ce qui aurait été le mieux pour moi. Mais quand est-ce que tu commences à apprécier cette spécialité de MPR? Comment ça se fait? Ouais, ben je pense que c'est au cours de mon deuxième semestre. Parce que j'ai quand même, avec mon premier semestre qui était difficile, j'ai gagné pas mal d'aisance, de facilité, et donc du coup ça m'a quand même franchement bien formée ce premier semestre. Et mon deuxième semestre, c'était à moitié de la neuro et à moitié de la loco, du locomoteur. Et c'était en centre de rééducation en périph'. Donc j'avais beaucoup plus de temps pour pas faire que des trucs, des missions d'interne débiles, administratifs qui te prennent du temps, mais vraiment m'intéresser à l'aspect. Et c'est vraiment là que du coup je me suis dit, ouais, c'est ma place, c'est le bon endroit. J'ai découvert aussi dans le centre de rééducation beaucoup d'amputés. Et donc tout l'appareillage de l'amputé, et c'est hyper intéressant, c'est hyper vaste, on s'en rend pas compte. Et donc voilà, c'est vraiment là que j'ai découvert que la MPR me plaisait. Globalement, c'est aussi là que je me suis dit, j'aime bien tout ce qui est médecine du sport. Donc, en gardant la MPR dans ma tête, je m'étais dit, voilà, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est tout ce qui était orthopédie, mais pas chirurgical, mais franchement médical, donc la médecine du sport. Et ça, tu peux le faire un DU ou comment ça se passe Ouais, donc il y a plusieurs DU. Il y a surtout une FST si on veut si on veut vraiment devenir médecin du sport, ce qui est une spé à part entière, hein, mais on n'y accède pas à l'internat. Après les ECN, on y accède en faisant soit la FST médecine du sport, soit initialement c'était la capacité de médecine du sport. C'est quoi une FST? FST, ça veut dire formation spécialisée transversale. Il y a plein de types de FST dans chaque spécialité. À titre d'exemple, tu as la FST douleur, par exemple. Ça, c'est en tout cas disponible en MPR également. Et tu as la FST médecine du sport qui est aussi disponible en MPR. Donc, pas toutes les FST sont disponibles dans toutes les spécialités, mais chaque spécialité a un petit panel de FST. Globalement, pour les spé médicales, choisir une FST, ça va augmenter d'1 an ton internat. Et pour les spé chirurgicales, en général, c'est compris dans une de tes années d'internat classique. Donc moi, à la MPR, ça dure 4 ans. Si je veux faire une FST, ça me rajoute 1 an, donc 5 ans au total. Ceux qui veulent faire la FST médecine du sport, c'est plutôt soit les MPR, en tout cas à Lille, hein, ça c'est pour Lille. Donc soit les MPR, il y a quelques MedG, il y a quelques rhumatos qui y ont droit. Mais globalement, ce qui se passe à Lille, c'est que si je dis pas de bêtises, il y a 3 places par an pour la FST médecine du sport, dont 2 qui sont réservées au MPR. Ok. Donc, et nous, on est des promos de 8. Et les MedG, ils peuvent avoir la dernière place, mais eux, c'est des promos de... Je crois ils sont 400, je crois. J'ai aucune idée. Ok, donc c'est quand même pas... tu peux pas y accéder quand même en claquant des doigts. Non, surtout que c'est difficile parce qu'il faut postuler. Il y a plein de gens qui veulent faire des FST. Il faut poser son dossier, il faut faire une lettre de motivation et t'es pas sûr d'être sélectionné. Là, moi, je viens de déposer un dossier pour une demande de FST médecine du sport. Et en fait, qui vivra verra. Si ça fonctionne pas, c'est pas grave parce que j'aime quand même la MPR. Et puis, de toute façon, si je deviens médecin du sport, je veux garder un pied en MPR.
Si franchement j'ai envie, je peux quand même demander à faire la capacité de médecine du sport qui existe encore en fait. Donc du coup, si on revient à tout ce parcours-là, donc pendant ton 12e semestre, t'en es où à peu près avec voilà, ce choix, cette acceptation? Comment tu résumerais un peu ce deuxième semestre? Un deuxième semestre, c'est franchement l'épanouissement. Je me dis que ça va, je suis contente là où je suis, que j'ai envie d'approfondir ça. Et c'est pour ça à ce moment-là, je postule pour un DU de médecine du sport, que du coup j'ai fait à mon 3e et 4e semestre, enfin l'année suivante quoi. Franchement, je sens que j'ai ma place là, que ça va m'intéresser, donc je suis contente. C'est vraiment là, au deuxième semestre, que j'ai fait, comme on disait tout à l'heure, mon deuil de la chirurgie. Complètement. Ouais. Et si on t'avait dit ça en juin, l'année d'avant, si on t'avait dit dans un an tu vas te sentir bien et tu seras complètement ok? J'aurais dit oui, c'est sympa de dire ça, tout le monde dit ça, mais j'attends de voir parce que pour l'instant c'est pas le cas, donc... Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens il y a cette phrase que les maîtres de conf ou les profs vont dire, c'est de toute façon vous serez médecin, donc faut pas se stresser. Ouais, ça m'énervait au plus haut point quand on me disait ça. Ouais, complètement. Parce que bah, toi, t'as des objectifs et tout, mais en fait, ils essayent de te faire relativiser et moi, personnellement, ça m'énervait. Mais en fait, ce qu'ils disent, c'est complètement vrai. Mais en fait, ils le disent un peu, ils se le disent à eux-mêmes, mais toi, t'as pas forcément envie de l'entendre à ce moment-là. Oui, et puis surtout que t'as encore de l'espoir techniquement, donc Ouais, t'as c'est pas ça, envie donc... d'entendre que... Ouais, Ouais. clairement. Et là, je vois, il y a des gens aujourd'hui, là, cette année, qui sont en 6e année, ils ont déjà passé l'écrit. Et donc, ils ont plus que les oraux à passer, mais techniquement, ça va faire bouger des places, mais si on a des classements trop bas, ça bougera pas au point de rattraper trop certaines choses. Tu dirais quoi à ces gens-là qui savent déjà finalement que potentiellement ils peuvent pas avoir des spé qu'ils envient, au lieu de dire de toute façon tu serais épanoui, tu te serais dit quoi toi si... Moi, je pense qu'il faut pas baisser les bras tant que c'est pas terminé. C'est ça qui est dur avec votre nouvelle formation parce que voilà, même si moi je savais au fond de moi que ça allait peut-être pas fonctionner, je me disais de toute façon il faut que j'y aille à fond et puis on verra les résultats. Et alors que vous avez des premiers résultats et ça peut décourager. Ça c'est sûr que c'est dur, mais si je peux te donner un conseil, c'est de garder confiance en soi et de continuer, de donner tout ce qu'on a parce qu'il ne faut pas avoir de regrets. Même si avec ça, on ne pourra pas gagner 1000 places, avoir l'aspect qu'on voulait, faut quand même y aller à fond. Et à quelqu'un qui vient d'avoir ses résultats et qui sait que, comme toi par exemple, il n'aura pas de chirurgie ou il n'aura pas, je sais pas moi, dermato, j'en sais rien. Je suppose qu'il n'y a rien que tu as envie d'entendre ou qu'il n'y a rien qui soulagerait ça, mais si moi je venais te voir aujourd'hui et je te disais bah voilà, j'ai fait tel classement et moi je voulais faire celui-ci pour avoir tel spé, je sais que je l'aurais pas. Qu'est-ce que tu prendrais le temps de me dire qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise toi? Déjà, faut essayer de comprendre ce que tu veux dans la vie. Et en fait, faut aussi être conscient que après l'internat, après le concours de l'internat, il y a, il y a il y a la vie en fait qui s'ouvre à toi et il n'y a pas que la médecine et tu as la tête dans le guidon tout ton externat où tu penses pas à ça et en fait c'est finalement le moment où tu peux lever la tête et te dire ouais mais en fait j'ai aussi ma vie privée et qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie et c'est pas forcément que au sujet de la médecine. Parce que du coup grâce à la MPR t'as quand même plus de temps toi pour Ouais, j'ai développer autre chose. Ouais, c'est ça, j'ai plus de temps. Ça correspond franchement à mon mode de vie, ce que la chire m'aurait pas permis. Et puis en fait, la médecine prend franchement moins d'importance pour moi maintenant que pendant l'externat. Ouais. Mais c'est normal parce qu'on est full concentré. Et puis c'est normal et c'est pas mauvais, hein, mais on est full concentré sur les résultats de l'ECN. Donc, Si aujourd'hui, en sachant tout ce que tu as vécu maintenant et comment ça se passe ton internat et l'aspect, si tu devais refaire le choix,
Tu penses que tu reprendrais le même ou tu tenterais quand même la chire si aujourd'hui tu avais le choix? Non, je resterai en MPR. Ok. Je resterai en MPR quand même. Parce que, encore une fois, comme je te dis, c'est plus. Ça correspond vraiment à mon mode de vie et, euh, et c'est, je sais que j'aurais été. Je sais que j'aurais été un bon chirurgien, je pense. Ça m'aurait passionné. Mais j'aurais été malheureuse psychologiquement, je pense, avec le stress, le manque de sommeil. Et puis, bon, ça reste une spé où il peut y avoir beaucoup de pression psychologique. Donc, ouais, je suis contente en MPR et je regrette pas du tout mon Mm. choix a Ok. posteriori. Comment tu conclurais cet épisode ou expérience de ta vie? Ben, en fait, c'est pas une conclusion, au contraire, c'est franchement, il y a encore plein de trucs. Il y a encore plein de trucs à faire, à découvrir. Alors, moi, maintenant, là, je suis en troisième année d'internat, mais donc j'ai mes vues sur la médecine du sport, mais je sais que je veux continuer à faire de la MPR. En même temps, j'ai pas envie, franchement, de me décider tout de suite. En même temps, je m'épanouis sur le plan personnel. Donc, c'est pas une conclusion, c'est encore ouvert à plein de trucs. Et tu dirais que ça t'a appris quoi de faire face un peu à, en vrai, un échec, du coup? Je pense que tu l'as un peu vécu comme ça. Bah, ça apprend à être un peu humble. Savoir que c'est pas grave. C'est pas grave si on rate, si on se plante, ça arrive et ça arrivera encore. Même si c'est dur de l'accepter quand on a donné autant d'efforts. Et puis moi, je comprends, hein, je trouve ça dégueulasse. Honnêtement, je trouve que c'est mal fait de classer 9000 étudiants sur 1000 questions, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, le système est mal fait, mais nous, il faut qu'on profite quand même un max de la belle spé qu'on a choisi. Mais de manière générale, quoi, de la médecine, c'est franchement un beau métier. Ok. C'est cool, merci. T'as envie de rajouter quelque chose? Non, je crois que ça va. Après, je sais pas si ceux qui vont écouter auront des questions plus spécifiques sur comment accéder à la médecine du sport ou comment s'est passé précisément les révisions de l'externat, enfin que sais-je. Mais globalement, ouais, dans les grandes lignes, c'est ça. Bah merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Et puis, bah moi, j'ai eu toutes mes réponses à mes questions, donc tu peux éteindre là si tu veux. Ok. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que ça vous permettra de relativiser. Et le but n'est pas de dire cette fameuse phrase, encore une fois, de on sera tous médecins et vous serez tous contents. Mais personnellement, rien qu'en discutant avec Raphaëla, je me suis sentie un peu plus légère. Et je me suis dit que peu importe la spécialité qu'on va choisir, qu'elle soit désirée ou non, finalement ce sera un nouveau départ, une nouvelle expérience, que c'est toujours un petit peu déstabilisant et difficile au début. Et que, voilà, c'est quand même un petit peu cliché ou facile de dire ça à la fin, mais on finit toujours par y trouver quelque chose qui nous plaît. Et j'espère en tout cas que vous aurez le choix. Et si vous ne l'avez pas, que cet épisode vous aura permis de soulager un petit peu cette déception. Et que ça vous donnera aussi un exemple de comment ça peut bien se passer plus tard. Alors voilà, merci d'avoir écouté Raphaëla et merci de me suivre. Et je vous dis à dans un mois pour le prochain épisode.